Aujourd'hui, Science on tourne vous propose un sujet sur le véhicule autonome. Et c'est Michel Basset qui va tout vous expliquer. Michel Basset est professeur des universités et directeur de recherche au laboratoire MIPS de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. On y va! Dans notre laboratoire, nous avons ici un garage, un hall d'essai où nous avons donc nos véhicules de test avec lesquels donc, nous allons pouvoir valider tous les développements en recherche que nous faisons dans le cadre du véhicule autonome. Alors c'est quoi le véhicule autonome ? Le véhicule autonome, d'abord véhicule, ça ne veut pas dire forcément que voiture, ça veut pouvoir dire aussi un avion au sol, ça peut pouvoir dire un train, ça peut dire un tramway, ça peut vouloir dire un vélo qui pourrait être autonome aussi, pourquoi pas, on a déjà vu des travaux dans ce domaine-là aussi. Donc véhicule, c'est véhicule au sens large, et autonome, ça veut dire qu'il va pouvoir bouger d'un point A à un point B de manière complètement automatisée. Pour cela, il y a besoin de beaucoup de sciences, de technologies, d'intégration, et pour pouvoir arriver à cela, on va essayer de séparer le problème qui est très complexe en différents problèmes plus simples. Alors, cette tâche qui va permettre de réaliser l'autonomie du véhicule, eh bien, on va essayer de la séparer avec une couche navigation, une couche perception, une couche commande de la voiture, et puis après une couche stabilisation de la voiture. Par rapport à cela, sur la navigation, c'est par exemple, on peut utiliser une application qu'on trouve sur notre portable et qui va nous permettre de nous trouver une route entre le point A et le point B et qui va nous générer une trajectoire qu'il faudra suivre, et ça en toute sécurité. Alors cette trajectoire, c'est une trajectoire qui est issue d'une cartographie, mais cette trajectoire, évidemment, elle est vivante, c'est-à-dire que celle qui est dans votre portable, eh bien, elle ne tient pas compte de ce qui peut se passer en termes de travaux, en termes de trafic, en termes de personnes qui peuvent passer devant vous, etc. Donc évidemment, on imagine bien que pour pouvoir déplacer les gens dans un véhicule automatisé en toute sécurité, il va falloir avoir une très bonne perception de l'environnement en temps réel, qu'il va falloir aussi adapter la trajectoire à suivre, puisque s'il y a des travaux, il va falloir en trouver une autre, et puis aussi qu'il va falloir commander le véhicule de façon complètement sécurisée, mais en plus, qui tienne compte éventuellement de certains défauts qui pourraient arriver sur ce fameux véhicule. Et donc, par exemple, si on imagine qu'un actionneur tombe en panne ou si un capteur tombe en panne, eh bien, il va falloir savoir quoi faire pour quand même essayer, si c'est possible, de terminer cette mission. On parle de véhicules autonomes, mais si on voulait prendre la problématique dans sa globalité, il faudrait parler aussi de villes du futur, ou en tout cas de villes intelligentes, parce que le véhicule finalement autonome est un... Alors d'abord, c'est une vraie rupture que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, hein, donc tout ça va très vite, ça a été lancé par Google il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Maintenant, tous les constructeurs automobiles sont sur ce créneau-là, sur ce créneau de développement technologique afin de rendre les véhicules complètement automatisés. On va y aller par étapes, puisqu'on va aller d'une automatisation. Actuellement, on a par exemple des systèmes ABS, des systèmes ESP, mais bientôt on aura des systèmes qui vont vous permettre d'aller sur l'autoroute de manière complètement automatisée et de vous permettre de reprendre la main au volant après. Il faudra dans tous les cas, dans un premier temps, que vous restiez en tant que conducteur derrière le volant. Et puis, en fonction de ces différentes étapes, à un moment donné, la voiture pourra se conduire toute seule du point de départ jusqu'au point de destination. Alors, je parlais de ville intelligente parce que si on parle de véhicules autonomes, de voitures autonomes ou d'un objet qui va se déplacer tout seul et qui transportera des gens ou de la marchandise, ou les deux, eh bien, il faut imaginer que ça va complètement bouleverser la vie dans les villes, puisqu'en fait, on n'imaginera plus la voiture individuelle comme on l'imagine là, c'est-à-dire ça pourra être des véhicules autonomes privés ou publics ou partagés, à la demande, etc. Et en plus, on a une tendance qui est en train de croître vers le véhicule électrique, tout électrique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, ça va changer la cartographie de la ville, puisqu'en fait, ce véhicule électrique fera beaucoup moins de bruit, ne sera pas polluant. Et donc, eh bien, si on regarde un petit peu les grands axes d'une ville aujourd'hui, avec le bruit que ça peut faire, la pollution que ça peut amener, etc., si on imagine ces mêmes axes avec
des véhicules beaucoup plus silencieux, qui ne polluent pas, moins nombreux, puisqu'on va partager ces véhicules et on va les rendre beaucoup plus opérationnels, efficaces et utilisés dans la journée, dans la nuit, dans ce qu'on veut. Eh bien, si on imagine moins de voitures, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on aura sans doute moins de voitures, en tout cas dans les centres-villes, eh bien, ça va changer vraiment la façon de penser, la façon d'aménager une ville. Et c'est là qu'on parle de ville intelligente. Les enjeux du véhicule autonome sont importants et nombreux. Si aujourd'hui on voit déjà beaucoup de constructeurs qui fabriquent des véhicules autonomes avec certaines spécifications, il reste encore aujourd'hui beaucoup de choses à résoudre. Par exemple, pour la partie perception, eh bien, si on veut qu'un véhicule autonome puisse emmener en toute sécurité des gens ou de la marchandise, il faut que la perception puisse être fiable. Et cette perception, c'est une perception de l'environnement qui est l'environnement immédiat du véhicule autonome. Il va falloir pouvoir percevoir de manière très fiable un piéton qui va traverser, un cycliste qui est à côté, une voiture qui vous double, etc., etc. Et ça, en temps réel. Et là, s'il y a déjà eu beaucoup de progrès à la fois scientifiques, techniques, technologiques qui ont été faits pour pouvoir avoir une bonne perception appliquée aux véhicules autonomes, eh bien il reste encore, par exemple, lorsque la météo est très mauvaise, lorsque vous avez des marquages au sol qui peuvent induire des erreurs, lorsque vous avez des objets qui bougent mais qui peuvent se confondre, lorsque vous avez aussi des couleurs qui ne sont pas forcément très contrastées, eh bien il y a encore des cas qu'il faut résoudre encore aujourd'hui afin de rendre cette perception totalement fiable. Pour illustrer les enjeux et surtout ce qui reste encore à faire au niveau du véhicule avec un autre exemple, au niveau de la commande de ce véhicule autonome, on imagine bien que si on perçoit très bien la scène avec les objets qui sont devant nous, imaginons qu'on soit dans une situation en ville où il y a beaucoup d'obstacles devant, bien on pourrait arriver quasiment à une situation où le véhicule ne bouge plus parce qu'il ne veut plus renverser ces obstacles, il ne sait plus comment éviter ces obstacles. Donc là aussi, en termes de commande de véhicules autonomes, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse décider de la stratégie à adopter sur la commande de ce véhicule et surtout arriver à commander ce véhicule en garantissant une certaine sécurité à la fois des personnes dans le véhicule autonome, mais aussi des usagers de la route, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les autres automobilistes, qui vont être autour de ce véhicule autonome. C'est pour ça qu'on parle aussi de risque. Alors le risque est une notion qui est importante parce que, en fait, pour le moment, quand on conduit notre voiture, eh bien, on n'a pas vraiment conscience du risque que l'on prend. Nous travaillons aussi sur une évaluation temps réel du risque, tout simplement parce que dès lors que l'on conduit, ou dès lors qu'un véhicule autonome va bouger, c'est-à-dire qu'il va avoir une vitesse différente de 0, eh bien, il va prendre aussi un risque pour les passagers et aussi pour les autres. Et donc, tout l'enjeu va être de savoir jusqu'à quel niveau de risque on sera capable d'accepter, à la fois pour ceux qui sont les passagers qui sont dans la voiture, mais aussi pour les gens qui sont autour. Il faudra accepter ce risque. Cette question du véhicule autonome est complexe, car elle nécessite d'apporter des connaissances dans différents domaines scientifiques, les mathématiques, l'informatique, l'automatique, la mécanique, et je ne pourrais pas tous les citer, les sciences humaines, parce que aussi il faut savoir comment on va appréhender tout ça. C'est très vaste, c'est un sujet par nature très transversal et complexe. Pour cela, effectivement, il va falloir aussi s'attaquer à beaucoup d'équations, beaucoup de solutions technologiques pour intégrer la mesure, pour pouvoir aussi prendre des décisions. Donc, par rapport à cela, on va être obligé de pouvoir se référer à tous ces domaines scientifiques-là. Pour répondre à cela, en ce qui nous concerne, évidemment, l'équipe de recherche que je dirige est impliquée dans le développement de solutions pour le véhicule autonome, mais ça ne suffit pas, parce que nous n'avons pas toutes les compétences pour répondre à cela, et donc nous sommes évidemment en relation avec d'autres laboratoires, des industriels, etc. Alors en termes de laboratoire, nous avons à peu près au global une quarantaine de chercheurs qui vont travailler pour apporter des solutions en perception, en commande, dans l'analyse du risque, etc. Et puis évidemment, nous sommes aussi en collaboration avec des industriels
pour avoir un feedback de la part des industriels et pour travailler avec eux, pour savoir comment intégrer les solutions que nous apportons en recherche dans ce domaine-là. Tous les travaux de recherche que nous menons au sein même de notre équipe, mais aussi en collaboration avec d'autres laboratoires et des industriels, ont des applications bien évidemment dans le domaine du véhicule autonome pour des besoins spécifiques. Par exemple, nous avons le projet Sympa qui est en cours et qui est dédié donc à pouvoir proposer une solution de véhicule automatisé à la demande pour des personnes à mobilité réduite afin de les rendre plus autonomes, ces personnes, chez elles. Donc on veut en fait par exemple pouvoir dire à une personne qui ne peut plus conduire elle-même, eh bien de pouvoir rester plus longtemps à domicile et de pouvoir commander, selon sa volonté, un véhicule autonome qui l'emmènera pour ce qu'elle a envie de faire, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses, etc. Un autre exemple aussi est de pouvoir, avec une autre société, eh bien de pouvoir voir comment on peut imaginer les recharges automatisées de véhicules électriques dans une ville. Et bien ça aussi, si on a par exemple une flotte de véhicules électriques qui est à disposition des citadins, eh bien on veut pouvoir par exemple imaginer comment on peut gérer cette flotte de véhicules et comment les recharger automatiquement pour les laisser à disposition des personnes et les optimiser leurs usages de manière efficace. Donc tout ça, ce sont des applications qui sont des applications à court terme et qui montrent un petit peu ce que l'on peut faire avec les travaux de recherche que nous menons et que nous allons développer et détailler un petit peu par après. Je vous propose d'aller voir maintenant de plus près une de nos doctorantes qui travaille sur le sujet du véhicule autonome. Pour sa part, son travail est d'améliorer la perception du véhicule et donc elle va travailler sur l'association d'objets afin d'améliorer la perception 360 degrés de ce véhicule autonome. Je travaille au sein du laboratoire sur la partie perception sur le véhicule autonome. Donc mon rôle, c'est de pouvoir proposer des algorithmes qui seraient embarqués au niveau du véhicule pour permettre à la voiture de voir ce que l'être humain voit lorsqu'il la conduit. Donc le but, ce serait de détecter les piétons, les cyclistes ou tout type d'objets mobiles dans la Seine pour pouvoir les éviter par la suite. Il existe au bord de la voiture plusieurs capteurs qui permettraient d'assurer une perception globale de l'environnement. Parmi ces capteurs, il y a des caméras donc, qui représenteraient l'œil humain. Il y a aussi ce qu'on appelle des radars. Il y a également un capteur qui s'appelle le lidar. Donc, c'est un capteur qui permet d'émettre des signaux laser pour détecter donc, une présence d'un objet ou d'un obstacle. Donc le but de mon travail, c'est de pouvoir fusionner toutes ces informations-là pour que le système soit robuste à n'importe quel événement. Donc pourquoi est-ce qu'on fusionne tous ces capteurs-là? C'est parce que la caméra, par exemple, va nous donner une information en 2 dimensions, alors que le lidar, par exemple, va nous donner une information en 3 dimensions. Et dans certaines situations, lorsqu'il fait noir ou lorsque le climat n'est pas très bon, la caméra est incapable de voir les obstacles. Alors que le lidar qui va détecter des obstacles, peu importe donc les conditions climatiques, lui va être là pour remplacer ou donner plus d'informations à la caméra. Du coup, le but de la fusion d'informations, c'est de pouvoir traiter toutes ces informations-là qui viennent de plusieurs sources et de gérer et prendre une décision par la suite sur la présence ou pas d'un obstacle dans l'environnement. Généralement, ce capteur va être positionné sur le toit de la voiture. Comme ça, on pourra voir en 360 degrés tout ce qui se passe dans la scène routière. Par exemple, là, on est en train de faire une acquisition des informations qui sont capturées par ce capteur et on arrive à voir ce qui se passe dans cette salle. Par exemple, on voit très bien qu'il y a une présence de 1, 2 et 3 individus. Donc l'œil humain arrive clairement à distinguer la différence entre les objets. Par contre, la voiture est incapable de faire ceci.
Par conséquent, le but de nos travaux serait de permettre au véhicule d'interpréter les informations qui sont présentes, qui sont émises par ce capteur, et donc les interpréter par la présence de plusieurs objets. Alors cette phase est appelée la phase de détection d'objets. Alors ces objets peuvent être mobiles, ou alors ils peuvent être statiques, comme le cas des signaux ou des panneaux dans la route. Tout l'enjeu est de distinguer à partir de ces informations-là, donc de ces points-là, les différents objets ou les différents piétons dans la scène. L'algorithme doit être capable de suivre ces objets-là et prédire leur position pour qu'en finalité, on puisse les éviter. C'est en réunissant tous ces éléments qu'on peut passer à la phase commande du véhicule. Le module de commande vise à agir sur les différents actionneurs du véhicule, à savoir le volant, le frein, l'accélérateur. Et dans ce module de commande, il y a deux parties. Il y a une partie pour le guidage latéral, ça veut dire agir sur le volant. Il y a la partie, le guidage longitudinal, qui consiste à agir sur l'accélérateur et le frein. Moi, ma partie, elle est plus sur la partie guidage latéral, ça veut dire agir sur le volant pour suivre une certaine trajectoire prédéfinie. Pour pouvoir faire le guidage latéral, on aura besoin d'une trajectoire prédéfinie. Donc, dans un premier temps, il faut enregistrer des coordonnées GPS d'une trajectoire prédonnée, et après essayer de la rejouer. Et pour la rejouer, il y a certains algorithmes qui permettent de bien suivre la trajectoire. Donc, il y a une partie de positionnement. On va essayer de s'approcher, on va essayer de trouver le point le plus proche de notre véhicule. Et ensuite, il y a une partie du contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui va remplacer l'être humain et qui va envoyer l'angle de braquage à faire pour pouvoir suivre cette trajectoire. Donc ma partie consiste à développer une première partie, c'est de générer une certaine référence et ensuite de la suivre. Donc c'est développer un contrôleur qui va remplacer l'être humain pour pouvoir suivre cette trajectoire. Il y a trois phases dans mon travail. Donc il y a la première partie, c'est la partie théorique. La deuxième partie, c'est la partie simulation. Et la troisième partie, c'est la partie expérimentale. Dans la partie théorique, donc, consiste à regarder les travaux de recherche qui existent. Après, il faut les développer en simulation et faire une contribution par rapport aux travaux qui existent. Une fois c'est développé en simulation et validé, on va passer à la partie expérimentale. Donc, et dans cette partie, on doit valider nos algorithmes sur un vrai véhicule. La finalité, c'est de valider le système en expérimental et il doit marcher. Pour ma partie, c'est la partie guidage latéral. Donc, il faut bien suivre la trajectoire prédéfinie à n'importe quelle vitesse et pour n'importe quelle courbure de trajectoire. On voit dans cet exemple un environnement de simulation plus complet. Donc, c'est un environnement en 3D. Il s'appelle CarMaker. Donc, il va nous permettre de visualiser et de valider le contrôleur qu'on a développé. Ce que vous venez de voir, je l'ai appliqué sur un vrai véhicule, sur le véhicule expérimental du laboratoire, et été appliqué aussi dans le cadre du projet SYNFA. Ce projet consiste à transporter les personnes à mobilité réduite d'un point A vers un point B. Derrière moi se trouve le véhicule qui est utilisé pour valider l'ensemble des recherches de notre équipe et qui est également utilisé dans le cadre de différents projets. Nous ici, au niveau du protocole de démonstration,
Nous travaillons avec Joël sur ce véhicule, aussi bien à la partie mécanique que la partie informatique embarquée. Donc chacun de nous avons des tâches spécifiques pour faire en sorte que ce véhicule soit fonctionnel et opérationnel pour les travaux de recherche et pour les projets. Mon collègue Joël s'occupe de la partie mécanique et moi je m'occupe de la partie informatique industrielle. L'informatique industrielle dans ce type de projet, c'est avant tout de l'électronique embarquée et de l'informatique embarquée. C'est-à-dire que cette voiture, elle contient un ordinateur qui a à son bord tous les algorithmes qui sont développés en simulation par les collègues. On va ainsi pouvoir utiliser les algorithmes des collègues dans le véhicule expérimental pour pouvoir valider l'ensemble des travaux qu'ils réalisent. Pour ma part, dans la partie mécanique, je suis intervenu sur le volant pour pouvoir intégrer ce système à l'intérieur du véhicule. Ce volant est maintenant capable de répondre au cahier des charges défini précédemment. L'un des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment est le projet Sympa, qui permet à des personnes en situation de handicap d'utiliser ce véhicule en mode autonome pour se déplacer d'un point A à un point B. Le projet a été mis en place avec la ville de Mulhouse, le centre de réadaptation de Mulhouse, l'entreprise Sinovo de Strasbourg et le laboratoire MIPS de l'Université de Haute-Alsace. Donc nous, on avait fourni la voiture et notre compétence autour du véhicule autonome, et puis les autres partenaires ont fourni leurs compétences pour qu'on puisse aboutir à une voiture, ou en tout cas un service pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on va effectuer une démonstration dans la ville de Mulhouse, avec la voiture qui roule toute seule, et à son bord, une personne en situation de handicap qui va d'un point A à un point B, le point A étant un arrêt de tram, et le point B étant l'arrivée de la personne. Aujourd'hui, on l'a simulé, mais ça peut être un arrivée de son choix. C'est une voiture intelligente puisqu'elle est là pour remplacer le pilote, en tout cas pour pouvoir faire les mêmes actions que lui, c'est-à-dire pour pouvoir percevoir son environnement et agir sur les actionneurs de la voiture que sont le frein, le volant et l'accélérateur. Alors dans ce véhicule, il y a toujours un volant et des pédales. Pour une première raison très simple, c'est qu'on peut repasser à tout moment du mode autonome en mode manuel, c'est-à-dire que l'opérateur peut reprendre la main et décider de faire une manœuvre qui n'était pas prévue par le système. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on fait un essai dans la ville de Mulhouse. Donc on est sur une véritable route, et sur une véritable route, le pilote doit être maître de son véhicule à tout moment. Donc dans une voiture autonome, la notion de pilote est un petit peu vague. C'est une raison juridique, c'est un thème qu'on est en train d'explorer. Et pour le cadre de cette démonstration, nous avons un pilote derrière la voiture, derrière le volant, qui ne va pas le toucher, mais qui peut reprendre la main si besoin. Il assure la sécurité, la responsabilité du véhicule et simplement il répond aux caractéristiques de la loi. Le projet de véhicule autonome à destination des personnes en situation de handicap, ça a été commencé en mars 2016. Donc là, on est à mi-parcours du projet. On a rajouté beaucoup d'instrumentation sur notre véhicule et puis on va continuer encore jusqu'à la fin du projet et même au-delà, puisqu'on aimerait poursuivre avec un second projet toujours sur cette thématique. La thématique du véhicule en elle-même, du véhicule autonome en elle-même, ça fait 20 ans que tout le monde travaille dessus, donc ce véhicule en particulier, ça fait 3 ans, mais bon, on ne se sert pas uniquement de notre compétence, mais de la compétence de tous les collègues du monde entier. Je trouve ça formidable parce qu'on retrouve son indépendance et c'est le rêve de toute personne à mobilité réduite, c'est un rêve. J'ai pas fait grand-chose parce que ça a été programmé, mais on m'a tout expliqué et franchement, ça a l'air vraiment très facile au fait. Il y a d'abord le siège qui sort. Et après, en fait, vous avez une deuxième manette et c'est pour l'ouverture du toit. Donc il sort c'est un bras en fait. Il sort le bras, vous mettez des liens pour le fauteuil en fait. Et il s'accroche et puis il remonte, vous appuyez sur le bouton inverse pour que ça remonte et ça le ferme. Et puis après, vous avez juste à fermer la portière, mettre votre ceinture et c'est parti. C'est ce genre de choses que j'attendais, oui. J'aurais pas pensé que ça puisse exister, mais on n'arrête pas le progrès. C'est une autre façon de pouvoir rendre accessible à la fois la ville, puisque là, sur les essais qui ont été faits, ça se passe en ville, mais on pourrait imaginer aussi la même chose pour des personnes à mobilité réduite qui sont dans la campagne, qui sont toutes seules chez elles et qui veulent, par exemple, faire quelques kilomètres pour aller faire leurs courses. Donc un véhicule automatisé pourrait très bien venir les chercher et les emmener là où elles le souhaitent. Pour le moment, on est en train de tester toutes les fonctions d'automatisation du véhicule, aussi de tester un petit peu les fonctions de gestion du trajet qui va être fait. Là, dans les prochains temps, ce qu'il faudra, c'est qu'on puisse en plus pouvoir finir de développer l'application qui permettra à la personne chez elle de pouvoir commander, quand elle le souhaite, un moyen de déplacement
ou un ensemble de moyens de déplacement. Ça peut être par exemple la voiture automatisée qui va venir la chercher devant chez elle, qui l'emmènera jusqu'à la destination, ou alors cette voiture qui l'emmènera à une station de tramway la plus proche, etc., si elle peut prendre le tramway. Donc ça, c'est l'application qu'on est en train de développer en parallèle et qui va pouvoir gérer tout cela. Et donc dans les 2 prochaines années, on va tester cette application avec, dedans, évidemment, le véhicule automatisé qui sera un des moyens de transport parmi tous les moyens qu'on peut avoir à disposition dans une ville ou même en dehors de la ville. Ce projet s'inscrit dans la ville du futur. Ce n'est pas juste le moyen de transport, c'est vraiment penser la ville différemment, avoir une accessibilité aux personnes à mobilité réduite différente pour pouvoir leur permettre d'accéder à cette ville ou en dehors de la ville de manière beaucoup plus facile pour elles. Et comme ça a été dit tout à l'heure par la personne handicapée qui a fait le test, de pouvoir vraiment avoir une autonomie beaucoup plus grande. Et aujourd'hui, c'était la démonstration, comme vous l'avez vu, avec une personne du CRM qui a très volontairement prêté sa participation à cet essai. Et je pense qu'elle est très enthousiaste à cela et elle a vraiment très bien apprécié. Donc pour nous, c'est super. J'espère que ce sujet vous a plu, qu'on a pu vous éclairer sur le véhicule autonome, ce qui existait et ce qui reste encore à faire. Je me tiens à votre disposition maintenant pour toutes vos questions.